Bah, let's go. Je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui. Je suis très contente de l'invitation que j'ai eue, justement de la part d'IM pour pouvoir parler, d'un sujet qui m'est cher, donc la neurodiversité. Je vais vous en parler avec le lien que ça a avec, l'user experience, donc l'UX, l'intérêt que ça a pour, l'amélioration de l'accessibilité de façon, générale et globale. Sachant que, c'est une présentation, pardon, qui est que j'ai aussi donné en fait la semaine dernière à Ubisoft, dans le cadre de la semaine diversité et inclusion qu'ils ont là-bas et de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc je reprends pas mal de slides, je vais pas forcément dans le détail, je vais pas non plus tout le temps, et puis quand bien même je sais que je m'adresse, aussi à des professionnels parce que donc c'est des conférences ouvertes, je m'adresse aussi à des étudiants. Donc j'essaye de brosser un peu le tableau parce que je présume, pour l'avoir, vécu, que ce n'est absolument pas dans vos programmes. Donc je reprends beaucoup des bases, et comme j'ai pas le temps de reprendre des cursus entiers de psychologie, par exemple, j'essaye voilà de faire au plus large et de faire un peu générique. Donc je reprends pas mal, l'histoire de on va un peu revoir l'histoire de l'autisme, du développement des dénominations et des outils, diagnostiques, mais ce sera pas forcément très dans le détail. Donc si pareil, s'il y a des questions, à la fin, on pourra en discuter et bien évidemment, même plus tard, vous pourrez toujours, me recontacter et moi, je suis ouverte au niveau de tout ça pour, tout ce qui est message et cetera pour en discuter. Évidemment, j'aurais bien voulu que la conférence soit interactive, donc ça aurait été cool de pouvoir échanger avec vous, de ce que vous savez du sujet ou comment vous le percevez. Et le but, c'est pas de faire un cours d'éducation civique non plus, hein, encore que, les piqûres de rappel, ça fait jamais de mal, surtout dans les temps qu'on a actuellement qui sont quelque peu troublés. Et puisque c'est donc pas possible d'avoir cet échange instantané et avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est la neurodiversité, je vais d'abord faire un rapide retour sur ce qui est d'abord la diversité et pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser. Heu, Important de s'y intéresser, ça fait une petite répétition. Et ensuite, de là, on va voir donc le rapport à l'accessibilité, les jeux vidéo, tout ça, à quoi on est confronté en tant que user researcher et user experience designer, la pertinence du sujet, quelques exemples, voilà, voilà. Et donc, la conférence s'inscrit aussi dans le cadre de la série de conférences proposée par WIG pour parler de la diversité et l'inclusion. Mais ça, pareil, on va y revenir. Alors, ceci est un extrait d'un article de Libération de 2008 traitant de la violence envers la diversité animale. Pour ceux qui auraient du mal peut-être à bien lire, je vais quand même le lire moi. Donc il y a une personne, l'intervieweur, enfin le journaliste qui dit à une personne, «Est-ce qu'on peut juger de la grandeur d'une nation à la façon dont les animaux y sont traités?» qui est une phrase de Gandhi. En fait, la réponse qu'on lui propose, c'est qu'on peut juger la grandeur d'une civilisation ou d'une nation à la façon dont les faibles, les handicapés, les pauvres et les sans-papiers y sont traités. Et moi, je trouve la remarque très belle et très juste parce que la diversité, et elle est ici sociale et culturelle, parce qu'on va parler d'individus, bah, c'est avant tout une problématique sociale, et carrément socio-économique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces diversités, car il y en a plusieurs, elles font écho à nos gestions et volontés en affaires publiques, en politique, qu'elles permettent de mettre en lumière les failles d'un régime en place, qu'il soit ou non démocratique, et ce, à l'international. Donc à l'échelle individuelle et collective comme citoyenne, en fait, la voix de chacun et chacune, elle compte. Et ça, c'est d'autant plus vrai que maintenant, les populations, elles sont de plus en plus multiculturelles, donc riches d'horizons et de cultures différentes, comme en France ou aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est pas de faire émerger une individualité, une nouvelle norme de ces diversités. L'idée, c'est d'exprimer puis analyser les causes d'un mal-être qui peut être ressenti par un ensemble d'individus, et ce, que cet ensemble constitue ou non une minorité. Il faut l'étudier en fait face à ce qui constitue la norme sociale. Et ce qui est d'autant plus important, c'est de pouvoir ensemble, collectivement, échanger dessus et voir ce qui peut être fait. De fait, si vous suivez l'actualité, vous devez savoir ou vous rendre compte qu'on a de nombreux débats autour de la notion de diversité dans nos sociétés. Donc ça, je vous en présente quelques-uns. On parle en ce moment, enfin depuis maintenant 2 ans, je pense, un peu plus, de MeToo, plus généralement de féminisme, de Black Lives Matter, de la communauté LGBTQIA2+, de la répression et d'amalgame à destination des personnes maghrébines ou musulmanes, mais c'est en fait encore plus vaste que ça en réalité. Il y a les personnes âgées, les enfants, les différences de classe économique et sociale, les personnes en situation de handicap, etc., etc., de possibilités de sujets sociaux qui composent la diversité sociale humaine. Et bien évidemment, et ça aussi vous devriez vous en rendre compte, ces sujets n'ont absolument pas la même couverture médiatique, ni les mêmes moyens à disposition pour se faire entendre.
Et pourtant, on parle de problèmes qui sont, en fait systémiques et même intersectionnels. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait tout ce qui est social est interconnecté et en fait, on peut être concerné directement par ces problématiques et plusieurs de ces problématiques. Alors typiquement, en psychologie sociale, quand on commence à étudier ça, on nous explique très simplement que, bah, on peut être une femme, on peut être aussi, une femme âgée, on peut être une femme âgée, voire en situation de handicap, puis on peut être noire, puis on peut être musulmane, issue d'une faible condition sociale. En fait, ça s'additionne et les problèmes, en fait, eux, ne s'additionnent pas, ils sont exponentiels. Ça ne fait que se multiplier parce que c'est des ajouts. Voilà. Donc vous vous doutez bien qu'avec tout ça, ça permet pas forcément le même avenir radieux qu'une autre personne. Donc on essaye en fait, en cultivant la diversité et donc tout ça, d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. C'est un message de tolérance. La diversité, c'est avant tout de comprendre que oui, on est toutes et tous différents et qu'on a aussi toutes et tous à apprendre de son prochain. Ça sonne peut-être naïf, pourtant c'est le cas. Et techniquement, c'est ce que vous devriez vivre au quotidien, au jour le jour. Là, c'est un petit proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et si v enfin, sauf si votre village, par exemple, ou votre environnement proche est un vase clos qui se compose majoritairement d'une même pensée et d'une même façon d'être et d'agir. Et dans ces cas-là, vous aurez beaucoup plus de chances de reproduire la même chose et ou d'être réfractaire à la différence, comme certains de nos gouvernements actuels, et donc d'être fermé à la diversité. Et ici, j'ai pris, l'image des langues. Si, par exemple, une langue n'évolue pas et n'apprend pas d'autres langues qui ont développé de nouveaux concepts, et ben, elle peut en perdre et même devenir une langue morte. Et même d'un point de vue biologique, en fait, la diversité, ça encourage et ça permet de continuer à avoir une évolution en tant qu'espèce. Alors à ceux qui pourraient s'opposer à la diversité, on pourrait juste leur demander: «Est-ce que vous souhaitez la mort de notre civilisation parce qu'on se renfermerait sur nous-mêmes?» Bah, c'est pas mon cas. Moi, ça m'intéresse pas de me refermer. Et donc le cœur de tout ceci, c'est de développer donc notre capacité à s'ouvrir à la différence, à cultiver de la tolérance et on vous demande pas vraiment d'être d'accord, mais comme je disais, juste d'être tolérant et de faire en sorte que d'autres que vous puissent prétendre, pardon, aux mêmes considérations et à plus d'équité. Donc si je vous dis tout ça, c'est que, bah, dans notre industrie qui est le jeu vidéo, on l'observe ce manque de diversité et le manque de moyens, les inégalités dans les représentations et aussi sur les couvertures médiatiques. Alors aujourd'hui tout au long de la semaine, on va vous en parler à différents égards. Vous aurez Jennifer de Afro Gameuse qui va vous parler des personnes racisées et de leur représentation tant, en jeu que dans l'industrie. Sybille qui va vous parler de la communauté, queer et LGBT, et Aline qui va vous parler aussi de la toxicité, du harcèlement et cetera. Et puis moi, je vais porter un focus sur 2 associations, Women Games et Cap Game. Mais c'est un petit focus relatif, en tout cas pour aujourd'hui, car je vais intervenir à nouveau vendredi dans la conférence de clôture à 12h10, pour vous présenter donc l'association plus en détail et son implication auprès des femmes dans l'industrie, puis faire une synthèse des conférences de la semaine. Et pour Capgame, bah, pareil. Je vais aujourd'hui parler de certains, cas, en tout cas au niveau des joueuses en situation de handicap. Mais comme vous avez déjà eu une conférence, de Jérôme Dupire hier, je ne vais pas faire de redite. Je vais plutôt vous parler d'un axe sur lequel moi j'interviens auprès de l'asso et dans mon travail, et tout ce qui a trait justement au handicap cognitif invisible puisque c'est ma spécialité et le but de la conférence. J'ai une image que j'aime beaucoup. On pourrait parler d'aller à contre-courant, de bon gré ou par la force des choses pour assumer le sujet de la diversité et de l'inclusion enfin, comment est-ce qu'on inclut ou pas, en fait, tout ça? Alors, qu'est-ce que la neurodiversité? C'est avant tout un terme parapluie. C'est comme ça que j'ai coutume de l'appeler parce que c'est vraiment, ce qui le simplifie. C'est un terme parapluie issu de la communauté autistique qui s'est rassemblée dans le but de revendiquer des droits afin d'être mieux perçu par le reste de la population, d'être véritablement inclus et ensemble, collectivement, de militer pour qu'on perçoive nos différences, nos compétences avant nos limitations et ça, c'est des points qui sont très importants. Parce qu'en fait, on va le voir un peu après, mais c'est vraiment, le bordel et depuis, en fait, le terme parapluie, qui est la neurodiversité, il a intégré plein d'autres choses, avec des troubles neurodéveloppementaux comme les troubles dys, la dyslexie, le TDAH et cetera, ainsi que des problématiques en santé mentale, la dépression, l'anxiété, les TOC. Du coup, c'est un parapluie qui est très, très vaste et pour résumer, la neurodiversité, c'est un éventail de la variété neurologique de l'espèce humaine.
Pour aller un petit peu plus loin, tout ceci en fait, ce sont des ensembles de troubles neurodéveloppementaux, avec ou non, des retards ou des troubles qui peuvent soit affecter l'apprentissage d'une capacité ou son expression et parfois avec des atteintes cognitives, comportementales, sensorimotrices et cetera et cetera. C'est des choses qui sont donc très, très vastes à étudier. Là, je vais vous faire un petit peu le tableau des 3 grandes catégories qui sont, mes champs d'expertise, parce que je suis avant tout une personne qui est concernée et qui a eu à creuser elle-même pour savoir comment fonctionner. Du coup, pour l'autisme, c'est un ensemble de troubles entourant les interactions sociales. Il y a la communication, parfois avec des comportements dits stéréotypiques ou répétitifs et des intérêts restreints. Je vous ai montré une image où on montre ce que n'est pas l'autisme, parce qu'il y a énormément de croyances et de fausses croyances autour de tout ça. Je vais déconstruire ça tout au long de la conférence. Et du coup, typiquement, on n'est pas tous un peu autistes, parce que cette phrase, j'arrive encore à l'entendre beaucoup. Néanmoins, à savoir, parce que je ne vais pas aborder, comment on fait un parcours diagnostic, aujourd'hui, mais, il faut savoir que pour avoir le diagnostic autistique, enfin avoir l'étiquette «on est autiste», il faut matcher un énorme ensemble de critères qui sont durablement présents dans le temps et convenir qu'un individu est concerné, par tout ça, tout au long de sa vie avec des difficultés et cetera. Du coup, c'est un diagnostic qui est complexe. On n'est pas tous un peu autistes. Hem, on a aussi donc des troubles dans les interactions sociales, donc pas comprendre les implicites, pas avoir une bonne lecture des visages, ça je reviendrai dessus. Il y a des peut avoir des intérêts restreints ou spécifiques, dans mon cas, bah, c'est la neurodiversité, le jeu vidéo et l'art. Des hyper ou hyposensibilités qui peuvent parfois être sensorielles, donc tout ce qui va être bruit, lumière, goût et odeur. Donc par exemple, vous ne me verrez jamais, dans un Lush ou un Sephora, même pas dans le quartier où il peut en avoir un. Parce que je le sens à des kilomètres. Il y a aussi le toucher, l'équilibre et pour le coup, je suis la véritable princesse au petit pois. Donc, si par exemple, il y a un tout petit degré de différence au sol, je tombe littéralement de ma hauteur et j'exagère pas. Et il y a aussi pardon, tout ce qui est, les ressentis internes et psychiques, donc comme ne pas savoir si on a faim ou mal au ventre, par exemple et en finir par vider son estomac sur les pieds d'un médecin parce qu'on ne sait pas qu'on a mal et apprendre qu'en fait, c'était de la douleur et donc le savoir pour la prochaine fois. Donc c'est tout ça de, choses qui se passent, et quand on a des hypersensibilités, ce qu'on voit aussi dans la représentation culturelle, encore actuelle de l'autisme, on reviendra aussi là-dessus, c'est qu'il peut y avoir des stimes. Généralement, ce qu'on voit à la télé, alors là, on va pas vraiment le voir parce qu'il y a un masque derrière moi, mais c'est des personnes qui vont faire avoir des mouvements répétitifs, avec les mains et cetera. C'est des mouvements donc répétitifs qui peuvent être positifs ou négatifs. En tout cas, ils sont nommés comme tels. Hem Parce qu'en fait, il y en a certains qui sont validés socialement et puis d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, ça va être tous les comportements un peu violents qui peuvent, parfois arriver, qui sont soit envers soi, donc par exemple se cogner la tête, ou envers autrui. Donc évidemment, ça devient problématique quand on commence à taper des gens malgré soi. Néanmoins, les comportements dits positifs, ceux validés socialement par la société, c'est des comportements qui passent plutôt inaperçus, comme le fait de, par exemple, au travail, mettre un casque et puis, ne pas écouter la musique, mais juste pouvoir se balancer et exprimer tout ça. Et en fait, le STEAM, ça permet de décompresser, de relâcher de la tension et d'évacuer. Et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas arrêter parce que dans l'autisme, mais aussi dans les autres troubles qu'on va, voir assez rapidement pour les autres, il y a un fond qui est le stress parce qu'il y a une hypersensibilité qui est autour de soi, en fait. Tout ce qui nous entoure, c'est des choses qui nous agressent au quotidien et qui nous fatiguent. Donc bien évidemment, comme j'ai dit, je pourrais en discuter pendant des heures, donc n'hésitez pas après venir me contacter pour qu'on en discute, que je partage des liens et cetera. Pour tout ce qui est TDAH, donc c'est le trouble déficitaire du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est un déficit neurologique qui s'observe, même à l'IRM et qui montre qu'il y a des échanges écrits qui sont en dessous de la norme. Ce qui paradoxalement peut donner des individus avec un état d'hyperactivité ou d'impulsivité. Et pour ceux qui n'auraient pas cette hyperactivité, ça s'observe par un déficit de l'attention. Et donc un enfant turbulent, bah, pareil, c'est comme pour l'autisme, hein, on n'est pas tous un peu autistes et bah, pour un enfant turbulent, on n'est pas systématiquement un enfant concerné par un TDAH. On est avant tout un enfant.
Et dans le cas des troubles 10, ce sont un ensemble de déficits dans les apprentissages qui peuvent parfois être dus à un trouble cognitif dans le développement de l'enfant ou une autre thèse défendue, ça peut résulter d'un manque dans les apprentissages qui ne se serait pas fait quand il fallait, parce qu'on a déterminé qu'il y avait des âges propices à ça depuis Piaget. Et du coup, il y en a 6 sortes. Il y en a 3 qui tournent autour de l'écriture et la lecture. Et c'est la même chose. Un enfant ayant des difficultés scolaires n'est pas systématiquement un enfant avec un déficit dans les apprentissages. Voilà. Pour aller un peu plus loin et vous donner quelques exemples que j'ai pu rencontrer quand j'étais graphiste, j'en parle dans mon blog, dans ce vieil article. Donc, n'hésitez pas à fouiller. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on guérit d'aucun de ces 3 troubles et au mieux, en fait, on apprend à développer des stratégies de compensation, à la hauteur, bien évidemment, des capacités et besoins et avec, ou non, un soutien médical, psychique, un accompagnement X ou Y. Dans le cas de l'autisme, en France, on peut suivre des cours d'habilité sociale. C'est surtout à destination des enfants, c'est très cher, pas très remboursé. Il y en a aussi pour les adultes. Pour les personnes avec un TDAH, on peut prescrire en France un traitement pour aider à mieux se concentrer. Mais en fait, pour tout le reste, pour les troubles 10, on ne peut que trouver des stratégies compensatoires ou d'évitement. Donc, on a les orthophonistes qui peuvent permettre d'apprendre à mieux percevoir et discriminer l'oralité et l'écriture. Les AESH, quand il y en a, parce que c'est pareil, c'est un autre problème, peuvent aider à l'encadrement scolaire et peuvent proposer, par exemple, d'utiliser un clavier plutôt qu'un stylo, un disque graphique ou un disque praxique. Mais ce sont des troubles durables qui impactent de très nombreux aspects de la vie et tout au long de la vie. Donc là, par exemple, moi, j'ai 29 ans, je tente de faire des calculs mentaux et en fait, ça donne une catastrophe parce que je suis incapable de comprendre le sens même du nombre et de manipuler tout ça, de garder en tête les dizaines et cetera et cetera. Donc je n'ai jamais réussi en fait à manipuler les chiffres et donc à être bonne en maths. Bien évidemment, on peut cumuler tous ces troubles, parfois qu'un seul, c'est la loterie de la neurodiversité et bien évidemment, si je parle de tout ça, c'est pas juste pour vous présenter, tous ces troubles, et cetera. C'est juste pour vous dire que parfois, ce qu'on observe, c'est pas qu'une cause médicale. Parfois, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi une problématique sociale. Et typiquement, dans le cas des enfants avec des dysfonctionnants, hein, si je reprends mon exemple en étant nulle en maths, c'est pas que je suis nulle en maths, ça peut aussi être un problème qui, bon, dans mon cas, c'est parce que j'ai un trouble neurodéveloppemental, mais ça aurait très bien pu être le fait que, socialement, les parents, les proches autour de moi ne sont pas capables de pouvoir m'aider à comprendre les mathématiques parce qu'eux-mêmes n'auraient pas le niveau, ou alors c'est parce qu'il y a un biais de genre, parce que je suis une fille, du coup, on le sait, les filles sont encouragées aux matières scientifiques, et cetera, et cetera. Il y a un petit problème là-dessus, en fait. Et ce petit problème, par rapport à l'autisme, et pourquoi c'est important d'en parler et d'étudier tout ça, c'est que, en fait, il y a 109 ans d'histoire d'avancées diagnostiques et on a mis beaucoup de temps à comprendre tout ça. Alors, pareil, je fais un petit rapide retour sur tout ça. Petit disclaimer aussi, l'histoire de l'autisme et de la neurodiversité, en fait, c'est pas rose, c'est un gros iceberg et pour faire très court, il y a eu de l'eugénisme, il y a eu du nazisme, il y a de très nombreuses violences institutionnelles, médicales et parfois même familiales. Et c'est un souci qu'on observe, en fait, tous les jours dans l'actualité, enfin, peut-être moins tous les jours maintenant, mais quand même dans l'actualité, toutes ces violences-là. Et bien évidemment, hélas, j'en ai fait les frais donc depuis l'enfance jusqu'à encore maintenant et petit rapide donc retour rapide historique. La première personne donc que vous voyez, c'est Bleuber, j'arrive pas à le dire, en 1911 qui en fait distingue l'autisme de la schizophrénie et des psychoses. C'est le premier. Ensuite, on a en 43, on a proposé le terme d'autisme infantile, l'autisme dit de Kanner, qui est encore la représentation qu'on a de façon médiatique de l'autisme, donc une personne non verbale, qui regarde pas dans les yeux, qui se balance, etc., etc. Le film hors norme contient beaucoup de personnes qui ressemblent à ça, alors que ce n'est pas une représentation actuelle de l'autisme. Et ça, même si ça fait donc 77 ans qu'on change de changer cette représentation. Le troisième, c'est 1944, l'autisme Asperger qui émerge, qui permet d'identifier donc un autisme dit fonctionnel, avec un trouble dans les interactions sociales, sans forcément de retard cognitif ou dans les apprentissages.
Puis en fait, tout ça, ça a été pas mal oublié jusqu'en 83, jusqu'à ce que Madame Wing, Lorna Wing, remette tous ses travaux au goût du jour et qu'elle classifie 3 formes à l'autisme. Donc il y a l'autisme typique de Kanner, l'autisme atypique survenu après 3 ans, parce que c'est pas vraiment infantile, et puis les autres parties du spectre, c'est le premier terme, la première fois qu'on voit ce terme-là, dont Asperger, qu'elle redéfinit par autisme de haut niveau. Mais en fait, même ça pose problème parce que ça considère qu'il y a potentiellement des autismes de moins bon niveau, alors que c'est pas le cas. Ça permet un premier terme parapluie en tout cas et c'est toujours pas bon parce que, voilà, en 90, pouf, on détruit un peu tout ça et puis, parce qu'il y a eu l'amélioration des outils, il y a eu l'IRM, il y a eu plein de choses et on ne peut plus affirmer que l'autisme, ça s'accompagne systématiquement d'un retard cognitif ou mental. Et donc, je ne vais pas vous faire un mini cours pareil sur la psychométrie, mais je reviendrai un petit peu dessus pour vous expliquer tout le schéma qu'il y a eu derrière tout ce qui est surdoué, l'autisme et encore plus par rapport à tout ce qui est femme. Mais en tout cas, sachez qu'il faut attendre 93 pour que l'OMS reconnaisse l'autisme comme trouble mental et 2013 pour qu'on change enfin de dénomination et qu'on parle des troubles du spectre de l'autisme. Et surtout, qu'on dise ce n'est pas une maladie. Donc maintenant, l'autisme, c'est considéré comme une spécificité, une expression de ou du soi. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire un cours de psychométrie. Retenez simplement que, parce que j'essaye de déconstruire un peu tout ça, parce que c'est important, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont partagées dans la population et qui ne sont pas justes, même sur Internet, il y a plein de bêtises. Le QI, c'est une photographie de certaines capacités cognitives choisies à un moment T et rien d'autre. Les tests de QI, ça a été inventé par la petite photo que vous voyez là-haut, par Binet-Simon en 1905, pour classer et par groupe de pairs et par déficit dans les apprentissages des enfants. Et ça a été commandité par l'Éducation nationale française. Du coup, ça ne signifie en rien intelligence. C'est un faux ami, hein, c'est un abus de langage. On parle de test d'intelligence, mais ce n'est pas un test d'intelligence. Également, un test de QI, ce n'est pas adapté aux personnes qui surperforment ces tests. Avoir plus de 130, ça ne signifie pas que vous êtes un petit génie et ça ne démontre pas que vous avez des difficultés qui ont été proposées d'être testées. Ça veut dire juste que vous avez réussi à remplir le test. Point. Il peut toujours exister des difficultés ailleurs qui n'ont pas été observées par cela. C'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Un test de QI, c'est pas non plus suffisant pour un diagnostic pour une personne autiste, même si ça peut parfaitement faire partie du panel de tests. Et l'autisme, donc, c'est pas systématiquement avoir un QI en dessous de la moyenne qui est de 100, parce qu'on l'a longtemps cru, et ça ne veut pas non plus ça ne peut non plus dire être un génie au-dessus de 130. On a beaucoup observé de cas d'autisme aussi au masculin et moins d'autisme au féminin. En fait, c'est un biais de genre que subit donc l'outil diagnostique. Et ça aussi contraint les filles à plus internaliser les normes et les troubles qu'on a autour de tous les critères observés. Et également, on observe une augmentation statistique des cas d'autisme et autres troubles, mais en fait, on oublie de considérer que on a de meilleurs outils et une meilleure démocratisation de l'accès à ces outils. Donc, il faut reconsidérer tout ce qu'on pense et savoir sur ces sujets-là. Et s'il y a autant de croyances autour de tout ça, de mes informations, c'est parce que, les politiques actuelles, elles ne s'intéressent pas véritablement au sujet, ils ne mettent pas les moyens, ce que fait que la société n'y connaît pas grand-chose et n'est pas vraiment mise à contribution non plus. Et les outils donnés ont longtemps été inadéquats et sous-démocratisés. Par exemple, côté outils, pour vous expliquer à quel point c'est important de travailler tout ça, c'est que il y a eu des études faites sur les animaux, mais faites par des humains. Et en fait, on utilise des outils d'humains qui marchent bien sur les humains, mais est-ce que c'est vraiment adapté aux animaux? En fait, c'est compliqué d'avoir une certitude. Et typiquement, pour l'exemple que je vous mets là, donc ça s'appelle le test de Gallup. On met une tache sur la joue d'un enfant et on le met face à un miroir pour déterminer s'il a acquis la conscience de soi. En fait, il y a seulement 15 espèces animales qui y parviennent. Il y a les humains et en fonction de leur âge de développement. Et en fait, les autistes, ils n'y arrivent pas forcément. Est-ce qu'on doit dire que les autistes ne sont pas humains ou plutôt que juste l'outil n'est pas adapté? Donc, en fait, on a amélioré tout ça et il faut aussi améliorer notre perception de plein de sujets. Et c'est important, en fait, dans le métier du UX designer. On va y revenir, promis. Ça, c'est la slide ressources que je peux vous partager très rapidement pour en apprendre plus sur l'histoire un peu cachée de la neurodiversité et de l'autisme en général, avec plein d'exemples de parcours, de diagnostics, de récits de vie, des points de vue d'alliés sur ce qu'est l'autisme, ce que ça coûte au quotidien à vivre quand on nie la différence d'un individu et ses besoins, à quel point il y a des courants disciplinaires qui ont pu faire du mal à ces communautés et ce qu'on a pu mettre en place ou ce qui plutôt brille par son absence ou son retard dans nos sociétés via les documentaires.
En tout cas, quand on parle de neurodiversité, hein, le but, c'est vraiment d'inviter à valoriser chacun et chacune, à valoriser les différences, à reconnaître les potentiels, à se concentrer sur l'adaptation de l'environnement plutôt que traiter les gens en fonction d'une supposée norme et arrêter de continuer à leur taper sur la tête pour qu'ils rentrent dans un moule étriqué. Et puisqu'on parle de ce moule étriqué, je me présente enfin. Moi, je suis Gwendoline Garand, je suis, game user researcher consultante et donc spécialisée en neurodiversité, en autisme et cetera, et on va me retrouver, en tout cas je vais en parler, là, dans le cadre de plein d'associations dont, Women Game, Cat Game, je suis au CA du RIJV, je suis à la commission éthique et parité de Pixel et cetera et cetera. Pareil, je vous renvoie sur mon blog, vous pouvez aussi consulter mon LinkedIn si ça vous intéresse et cetera. Je sais que donc je m'adresse à des étudiants, donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours qui n'est pas tout droit. En tant que personne autiste et diagnostiquée sur le tas, donc j'avais 22 ans quand j'ai obtenu le diagnostic. Et il faut aussi savoir que ça reste très tôt, hein. Généralement, c'est plutôt autour de 35 ans quand on a soi-même un enfant, hein, quand on est une femme, parce que justement l'enfant est potentiellement autiste et du coup: «Ah, on vous dit que vous êtes peut-être?» Et bien, donc moi j'ai rencontré pas mal de blocages, de murs sociaux, à cause de tout ça depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Et du coup, je pense que vous présenter un peu mon parcours, quand bien même je reste synthétique, c'est important de vous le montrer et de vous dire, de vous faire entendre que le parcours tout droit dans le jeu vidéo, c'est toujours pas la norme, en fait. Donc pour ceux qui sont, curieuses, en fait, il y a toujours de quoi faire et que tous les parcours, en fait, apportent une couleur à cette industrie, ce qui fera votre unicité et donc votre force. Et pour l'heure, en plus de ça, l'UX, c'est pas démocratisé dans les écoles de jeux vidéo. Ce qui est bien dommage, mais pour ceux qui l'ignorent aussi peut-être, dans les origines de l'UX, c'est multiple. Il y en a qui viennent du web, il y en a d'IHM, il y en a aussi de psychologie. Donc moi, j'ai repris un parcours en psychologie. Et dans cette démarche d'inclusion et de diversité, là, je vais un peu plus parler du métier du X et du R. Tout ce qui prend son sens, c'est qu'il faut, par rapport à tout ce que je disais jusque-là, ce qui prend son sens, c'est qu'il faut arriver à comprendre qu'il faut travailler de concert avec les personnes qui sont différentes de soi. De véritablement comprendre qu'on ne va pas créer pour soi, mais pour autrui. Et cet autrui, il nous faut le connaître, véritablement l'accepter. Donc dans ma spécialité, ce qui m'intéresse tout particulièrement en tant que personne autiste, ce qui a des difficultés dans les interactions sociales, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Donc c'est pour ça qu'il y a un Slenderman et des trucs un peu bizarres à l'écran. Et en fait, pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, j'ai besoin et pour les expliquer dans le jeu et qu'elles s'appliquent au jeu, j'ai besoin aussi d'étudier la pratique, la compréhension de la pratique. Donc petite anecdote, double anecdote même sur la compréhension d'autrui. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas une bonne lecture et compréhension des visages. Donc au début, c'est la panique. Je dois me créer donc un Pokédex humain par humain afin de décoder et comprendre les intentions d'autrui. Ça prend un peu de temps et parfois, une fois que c'est fait, en fait, tout roule. Et à la fin, je veux bien une lecture même plus performante des visages de mes amis qu'une personne normale. Mais comme dit, ça prend du temps, c'est pas automatique. Et ça, je l'ai en fait appris en prenant des cours d'anatomie et ensuite ça m'a permis de trouver des solutions pour moi personnellement, mais ça a mis du temps. C'est quelque chose qui se construit, c'est vraiment un travail conscientisé, il faut bien comprendre ça. Et il faut aussi savoir que dans les autres troubles neurodéveloppementaux, on a découvert la fantaisie. La fantaisie, c'est le fait de ne pas avoir d'image mentale. Et concrètement, dans mon cerveau, donc quand j'essaye de me représenter quelqu'un, il y a pas d'image déjà et au mieux, quand je rêve, j'arrive à obtenir Canal+ encrypté à la périphérie de ma vision. Donc me représenter une image de quelqu'un, c'est compliqué. Néanmoins, comprendre comment fonctionnent les gens et m'intéresser vraiment à comment ils sont et cetera, en profondeur, ça me permet au final d'arriver à avoir un vrai listing des capacités de la personne, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de ce qu'elle pense, de comment elle se sent et cetera et cetera. Et ça, c'est ultra important, en fait, dans mon métier. C'est le cœur même de comprendre quel est mon utilisateur, comment est-ce qu'il va se comporter et cetera. Et du coup, c'est assez paradoxal, au final, de moi m'être orientée là-dedans, au vu de mes difficultés et pourtant, c'est ce qui me rend maintenant performante. Voilà. Donc il ne faut pas forcément avoir peur de cette différence, pas avoir peur de ces limitations. On peut aussi les tourner à son avantage. Et aussi, il faut comprendre que les métiers que je vous ai présentés là dans mon rapide présentation de mon parcours, la plupart sont des métiers qui sont au final émergents et ils sont aussi transversaux, pluridisciplinaires et très orientés sur plein de choses qui sont par exemple les sciences humaines, les sciences sociales, la marketing, la gestion de projet. Et au final, c'est ce qu'on va vous demander si vous vous intéressez à l'UX. Et je sais que vous allez avoir des présentations là-dessus.
Donc en somme, ce qui est important à retenir et pourquoi je m'intéresse à la neurodiversité, c'est que en tant qu'UX, votre particularité et votre angle, d'étude, c'est ce qui va créer en fait votre expertise. Il n'y a pas de UX pareil. Et dans mon cas donc, ça fait en sorte que je peux vous parler de la neurodiversité, des troubles cognitifs en long, en large et en travers. Moi, je prends un axe militant et associatif parce que, on va le revoir un petit peu juste après, c'est que c'est là où j'ai pu voir le plus d'actions entreprises. Parce qu'il y a des assos comme Capgame, dont oui, que je vous parlais tout à l'heure, qui font des choses et qui permettent d'avancer un peu plus vite aussi au niveau de tout ce qui est industrie du jeu vidéo. Et donc au final, quand bien même avant je pouvais designer, maintenant c'est plus le cas. Mes méthodologies, mes connaissances, elles me servent à discuter, sans souci avec différents corps de métier, à résoudre des problèmes qui sont tournés vers des enjeux maintenant psychosociaux, de l'industrie en tant que média, mais aussi auprès de salariés. Et je me tourne de plus en plus vers ça, vers de l'accompagnement individuel, alors que j'ai des problématiques dans les, interactions sociales et aussi de société. Donc je propose de la formation, j'interviens pour discuter de mes recherches, je creuse des sujets et cetera. Voilà, et il y a 10 ans, quand je parlais de mon travail et de ce que je voulais faire, on me disait que ça n'existait pas et on me riait au nez. Il ne faut pas abandonner et croire en ce qu'on veut faire. Et donc l'acte associatif et militant, comme je vous disais, c'est là où je vois le plus de choses avancer rapidement. C'est une vraie prise de position par les personnes concernées et souvent par les joueuses investies eux-mêmes, en fait. Donc pour, ceux qui travailleraient en accessibilité ou voudraient s'y intéresser, il existe des guidelines proposées donc par le web à la base pionnier sur le sujet, mais aussi depuis réinvestis par le jeu vidéo. Donc ça, c'est une liste que je vous propose de sites, ressources, associations, heu, rassemblements, il y a plein de termes possibles, plein de choses qui existent autour de ça et qui proposent justement plein de guides. Également, comme je vous disais, les joueurs et joueuses s'investissent beaucoup et c'est aussi par là qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui émergent et qu'il y a des personnes comme, Steve Saylor qui deviennent consultants, qui proposent, et contribuent à l'amélioration de l'accessibilité des jeux. C'est en connaissant son sujet et en pouvant en parler que, quand on interagit avec des professionnels, en fait, et bah, il y a une amélioration des outils, il y a une amélioration de l'accessibilité et cetera et cetera. Donc on y vient, promis. Alors, en France, dans le monde entier, on a de grandes difficultés à chiffrer tout ce que nous coûte ce manque de diversité. Déjà parce que c'est discriminatoire et illégal dans de très nombreux cas, comme envers les personnes racisées et parce qu'on a aussi donc, comme je vous disais, des problèmes d'outils à bien, chiffrer pour bien chiffrer les choses. Donc en l'état, on a toujours ces 12 millions de Français qui se trouvent en situation de handicap depuis en fait 2001, et c'est pas un chiffre qui est vraiment très revisité parce que c'est très dur d'observer cette population-là et de savoir, comment la quantifier. Actuellement également, la plupart des études en accessibilité et c'est, quelque chose qu'à Capgame on critique, plutôt pas mal, c'est que, il y a 4 grandes catégories, qui sont, toujours observées, c'est moteur, visuel, auditif et cognitif. Cependant, l'axe le plus développé dans les jeux vidéo et dans nos sociétés, ça reste l'accessibilité motrice. Car même si 2 individus, présentent, un même trouble, un même handicap et ben, en fait, ça reste plus simple de proposer, quelque chose de générique, donc tout ce qui va, être alternatif contrôleur, à ce genre d'individus. Hem On reviendra après plus tard sur, le pourquoi est-ce qu'on présente toujours ça à ces mêmes individus-là et pas aux autres, troubles. Mais, aujourd'hui, donc si l'accessibilité, c'est sur toutes les lèvres, c'est parce que donc il y a une partie des joueuses en situation de handicap qui, n'arrivent plus à jouer et c'est, typiquement mon cas. C'était aussi, ce qu'expliquait, Steve Saylor donc, que je vous ai déjà présenté, que je reprends ici, lors de la Game Accessibility Conference, qui dit qu'en fait, bah, c'était pas qu'il était mauvais dans les jeux, c'est que juste le jeu n'était donc pas adapté à lui. Et hem et du coup, en fait, ce sentiment d'abandon, donc il est très représenté et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on cherche à l'étudier. Donc c'est ce que j'ai fait cette année avec Capgame. Je pourrais pas vous en parler maintenant, il va falloir attendre qu'on communique, via l'association dessus, mais on vous en parlera, il y a pas de souci. Donc m'aspect à moi sur l'UX, comme vous avez compris, c'est la neurodiversité, les handicaps invisibles et cetera et cetera. Donc c'est très vaste, et en fait dessus, quand on parle de cognitif, on parle des dysfonctions. On parle des fonctions qui sont donc instrumentales, et exécutives, donc tout ce qui va être, comment le corps, manipule les objets et cetera et interagit avec, mais aussi l'attention, les capacités qu'on a dans la tête et avec les yeux et cetera et aussi la mémoire.
Et en fait, si on s'intéresse à ça, c'est parce que tout ça, ça englobe la planification d'une tâche, l'organisation, la mise en place de celle-ci, la résolution de problèmes s'il y en a sur le chemin ou en parallèle, la gestion du temps pour tout faire ça. Et le jeu vidéo, en fait, ça demande ça. Ça demande de déterminer les actions qu'on va entreprendre, planifier les actions à exécuter mentalement et physiquement, parce qu'on est en interaction avec le jeu, les dispositifs et les différents écrans. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bah, contrairement donc aux personnes qui présentent un trouble moteur, comme je vous expliquais, qui peuvent bénéficier de contrôleurs alternatifs, bah, les personnes qui ont des troubles cognitifs, elles ne peuvent pas bénéficier d'une paire de lunettes adaptatives qui résoudrait tous les problèmes cognitifs parce qu'en fait, c'est pluriel. Voilà, voilà. Et puis en plus de ça, ça peut aussi s'exprimer de différentes façons, dans différents niveaux, dans différents troubles et maladies qui peuvent parfois se mélanger. Et on peut par exemple, donc là je vous mets un petit exemple sous les yeux, on peut par exemple avoir de la difficulté avec la, perception d'une interface. Mais ça peut concerner donc le fait d'être, une personne malvoyante et de pas bien percevoir l'interface d'un jeu. Ça peut aussi arriver à une personne avec une déficience intellectuelle, elle peut ne pas la comprendre. Il est possible aussi que ce soit une personne vieillissante ou une personne avec un trouble déficitaire de l'attention qui parviendra pas à canaliser son attention pour lire une interface. Ça fait plein de possibilités. Donc on ne peut pas proposer des lunettes qui vont résoudre tout ça à toutes ces personnes-là. Et plutôt donc de proposer ça, ce qu'on peut faire, c'est, et c'est aussi pareil ce qu'on cherche à promouvoir et défendre à Capgame, c'est d'intégrer en jeu, de quoi modifier par l'utilisateur son environnement de jeu, son expérience. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on propose en termes d'accessibilité, c'est souvent, des modes, enfin des modes de difficulté, des ajouts de modes, de facilité ou d'assistance et cetera. Et en fait, ça a aussi levé, enfin, par rapport à l'accessibilité, ça a aussi levé beaucoup de boucliers, venus de la communauté des, hardcore gamers et cetera, qui pensent qu'en fait, proposer tout ça, ça signifie niveler vers le bas. Une autre idée, en fait, c'est pas de niveler vers le bas, c'est juste de proposer, en fait, comme je disais, c'est de proposer en jeu, de quoi modifier le jeu par l'utilisateur pour que chacun puisse améliorer sa pratique et faire de son expérience, une expérience de jeu qui soit quand même complète, plutôt qu'elle soit tronquée. Donc typiquement, moi, en jouant à Skyrim, je peux pas jouer avec et le set, de baston avec les armes et utiliser le set de magie. J'ai dû faire un choix et donc je me suis tronqué une expérience du jeu. Et ça, c'est très dommageable. Je reparle très rapidement de la neurodiversité à nouveau pour parler du spectre de l'autisme. Toutes ces variabilités, en fait, que ce soit, dans la difficulté comme dans l'accessibilité, en fait, on a la même perception par rapport à l'autisme. L'autisme, on pense toujours que c'est un gradient allant de, pas du tout autiste à très autiste. En fait, c'est pas le cas. Donc c'est pas le gradient allant de blanc à rouge, quoi. C'est plusieurs capacités, plusieurs différences qui font que on peut estimer qu'une personne, elle est autiste. Donc là, typiquement, je vous ai représenté, virtuellement, là où moi j'ai des difficultés ou plus de facilité et ce qui me ferait, la couleur de mon spectre autistique à moi. Mais comme je vous dis, c'est pas en 2 dimensions en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça qu'on s'intéresse en profondeur à qu'est-ce qu'un trouble cognitif, comment ça fonctionne et cetera. Là, on arrive à la fin, game over. On va parler donc des représentations culturelles. Ça va être assez rapide. J'en parle souvent dans mes conférences parce que c'est toujours à déconstruire. Il y a toujours encore, des choses, comme je vous dis, qui sont partagées culturellement et qui ne devraient plus être. Donc, pour conclure, enfin, quelques slides pour conclure. Je vous ai dit qu'on a admis que, chaque forme d'autisme, en fait, est unique, et que c'est des variétés différentes, une expression différente, et cetera. Et comme je vous dis, la télévision, le cinéma, tout ça, ça continue, en fait, de proposer des stéréotypes. Et en plus de ça, dans de nombreux cas, on voit ça sous la forme d'autisme savant. C'est un terme que j'ai pas abordé parce qu'en fait, c'est pas reconnu par les médecins et les psychiatres, et en plus de ça, il y a que quelques individus dans le monde qui sont concernés. C'est excessivement rare. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une surreprésentation? Concrètement, moi je ne comprends pas, personne ne comprend. Et l'autisme savant, pour expliquer très rapidement, ça va de l'hypermnésie au supercalculateur. Ça donne des personnages badass avec des habilités sociales nulles ou quasiment inexistantes, comme Sheldon. Et si on va par là, en fait, on pourrait, vu qu'il y a une mauvaise représentation, on pourrait, pour certaines personnes, dire que Sherlock, par exemple, dans le fond, il pourrait rentrer dans cette catégorie. Sauf que d'un point de vue psy, en fait, on tombe plutôt sur la sociopathie, ce qui est encore autre chose. Et donc, c'est très dommageable parce que ce n'est pas de l'autisme, ce n'est pas une bonne représentation. Donc, l'autisme savant, ce n'est pas une bonne chose.
Et dans le jeu vidéo, bah, c'est pareil, on n'a pas des bonnes représentations. Donc là, pour une conférence que j'ai donnée l'an dernier, j'avais cherché des titres de jeux pour proposer tout ça et on ne sait pas trop, puis c'est pas des bonnes représentations, vraiment. Typiquement, Symmetra, je vous parlais d'intersectionnalité, moi, bah, elle coche tous les tableaux. Donc c'est une femme racisée, en situation de handicap, et encore ça c'est discutable parce qu'elle n'est pas en situation de handicap, puisque son bras il est badass aussi, et autiste. Donc ce n'est pas la réalité, c'est un stéréotype à lui tout seul, courant. Voilà. Je reviendrai sur le cas de Josh à la toute fin aussi, parce que c'est important. Et en fait, c'est la même chose avec la santé mentale, le jeu vidéo. Alors, j'entends très bien qu'on puisse proposer du fun, de l'étrange, etc. Mais c'est moins OK d'avoir une représentation d'un thème qui parle d'une partie de vous et que ça le fasse en mal, que vous passiez pour un clown, une personne dérangée. Et surtout, en fait, ce qui est problématique, c'est que dans le reste de la société, quand bien même on sait que c'est du divertissement, bah, en fait, ça partage donc des stéréotypes et ça n'aide pas votre communauté à bien se faire entendre et à bien se faire entendre socialement pour faire entendre qu'il faut changer des choses, que vous avez besoin de soutien, que l'État s'investisse, etc., etc. Donc il y a quand même une part de la part de la société du divertissement, dont le jeu vidéo, par rapport à toutes ces questions sociales. Et le handicap, donc je vous disais, c'est la même chose, hein. Ça, c'est la conférence en anglais que j'ai donnée l'an dernier à ce sujet, entre autres. Et ces personnages-là, ils ne sont pas en situation de handicap. C'est des personnes qui ont dépassé tout ça et qui ne se retrouvent donc pas en situation de handicap, voire même dans certains cas, comme Sekiro, si on leur coupe pas le bras, etc., il n'y a juste pas d'histoire, en fait. C'est un prétexte. Donc ce n'est pas du handicap, ce n'est pas une représentation valable. Pareil, j'avais cherché des jeux qui parlent d'autisme. C'est la même chose. On n'a pas des jeux qui sont à destination vraiment des autistes. On a des expériences sensorielles, on a des récits de vie plus ou moins bien réussis. Et ce qu'on observe surtout, c'est que c'est des personnes qui souvent n'ont pas les qualifications pour créer des jeux vidéo, ou alors ce sont des personnes valides qui parlent de tous ces sujets, qui ne sont donc pas forcément les mieux placées parce qu'elles ne font pas le travail d'entendre la voix et de porter la voix des personnes qui sont directement concernées. Et c'est encore un problème. Et c'est encore le cas, donc, comme je vous disais, dans le film Hors Norme qui est sorti récemment, on silence en fait ces voix-là et ce sont des personnes qu'on n'a même pas consultées pour la réalisation du film, alors qu'on parle d'elles-mêmes. Donc c'est très problématique. Et typiquement, donc, je l'ai expliqué dans la conférence que j'ai donnée donc, à Ubisoft, j'expliquais que le travail sur Josh dans Watch Dogs, c'était en fait une première très bonne représentation parce qu'on a enfin un personnage qui socialement a des problèmes dans les interactions. On a une bonne représentation de ce qui est une forme d'autisme. Néanmoins, s'il y a une chose à redire, c'est que dans les stéréotypes qui sont véhiculés autour de l'autisme, on retrouve encore le fait d'être un petit génie en informatique ou en maths ou qu'importe. Et en fait, Josh, en tant que super hacker, eh ben, il véhicule encore cette image. Donc, comme je leur ai dit, ça aurait été dans n'importe quel autre jeu, sa place aurait été parfaite, quoi. Donc voilà. Et ce qu'on observe aussi dans toutes les études sur l'accessibilité, et même là pour la création de Josh, c'est que généralement, il n'y a pas grand-chose qui se fait en interne dans le jeu vidéo, sauf si vous êtes directement concerné, et que vous dites, ah bah là par exemple, moi je suis daltonien, je ne vois pas mon interface, est-ce qu'il y a moyen que le graphiste y change quelque chose? Et donc, c'est dommageable. Il faudrait inclure plus. Et c'est le message qu'on essaye de porter avec tout ce qui est diversité et inclusion, c'est de permettre justement de travailler de concert avec les personnes directement concernées, donc travailler avec des joueurs en situation de handicap, inclure des personnes qui s'y connaissent vraiment, inclure plus du X et très tôt dans le process et pas juste à la fin, parce que ça va en fait améliorer le jeu de tout le monde. C'est l'intérêt, c'est que même les joueurs en fait en situation de handicap, les personnes qui sont valides par contre, utilisent ce que les joueurs en situation de handicap peuvent utiliser pour améliorer leur expérience de jeu. En fait, tout le monde est gagnant. Voilà. J'ai terminé. J'espère que ça vous a plu et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou ici si on a encore un peu de temps, techniquement oui. On a encore le temps. Quelques questions. Mais déjà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était super intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout ce sujet et j'ai été très surpris et j'ai appris plein de choses. Donc déjà, merci beaucoup. De rien, c'est le but. Alors, on va
il y a quelques questions qui sont... Déjà, il y a eu beaucoup de débats et autres, c'est super intéressant. Ok. Donc, c'est super cool. Donc, déjà, la première question, c'est est-ce que vous connaissez des jeux faits pour les personnes autistes ou vous considérez que tous les autistes peuvent jouer à tous les jeux habituels AAA? Alors, comme je le montrais, il y a pas vraiment grand-chose qui existe de jeux pour autistes. Et puis, en fait, quand on parle d'accessibilité et d'inclusion, on ne cherche pas à faire des jeux par catégorie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, un jeu pour les personnes en situation de handicap moteur et puis les exclure du reste? Ça n'a pas de sens. Donc, sur le même principe, on ne fait pas des jeux, sauf si on veut faire du serious game absolument, on ne fait pas des jeux à destination des autistes spécifiquement. Je vois pas pourquoi je serais interdite de jouer, je vais citer mes jeux préférés, à Zelda ou à Hellblade parce que je suis autiste. Enfin, ça n'a pas de sens. Euh, Néanmoins, quand on est en situation de handicap et qu'on est autiste, on peut avoir des soucis dans certains jeux. Et typiquement, quand j'ai fait ma conférence à Ubisoft, donc c'était beaucoup plus large, plus dense, avec beaucoup plus d'exemples, j'expliquais que typiquement, moi qui ai des problèmes avec les interactions sociales, j'ai du mal avec les jeux narratifs, même si j'adore ça, parce que souvent, il n'y a pas ce qu'on appelle d'adresse visuelle proposée. C'est-à-dire que Dragon Age, quand vous regardez sur Internet rapidement un dialogue, on vous propose 4 à 6 options et au milieu, vous avez un médaillon avec on va dire un emoji qui va vous donner une couleur à ce que vous voulez dire. Est-ce que ça va être agressif? Est-ce que ça va plutôt être passionné? Etc., etc. Et dans la plupart des jeux narratifs, il n'y a pas ça. On ne sait pas trop. Et donc moi, j'arrive devant ça et je pense faire les meilleurs choix que je souhaite faire et je me retrouve en fait à faire les pires choix de l'univers. Donc là, ça me met en situation de handicap. Littéralement, c'est un handicap situationnel. Néanmoins, je suis quand même capable d'interagir avec le jeu, je suis quand même capable de comprendre ce qui se passe et de me dire que c'est pas ce que je voulais. Donc je vais refaire. Et au final, à force de voir que ça ne va pas dans mon sens, je vais finir par abandonner le jeu. Donc ça, c'est dommageable quand on est créateur. Et effectivement, ce serait peut-être bien de travailler là-dessus. Complètement, il y a des jeux qui ne me seront pas accessibles d'un point de vue accessibilité cognitive pure. Par exemple, la surcharge cognitive. Donc, s'il y a trop de choses à l'écran, si on joue par exemple à Diablo, Pass of Exile ou même à LoL, par exemple, quand ça pète dans tous les sens, il y a tellement de trucs que je ne peux pas en fait. Donc, pendant très longtemps, j'y ai jamais joué et j'ai attendu le premier confinement pour essayer, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça à prendre en considération. Et c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu plus le sujet de tout ce qui est neurodiversité pour se dire est-ce qu'on peut pas, de quelle façon on peut aménager, etc. Est-ce Voilà. que, je rebondis sur cette question, Mhm. on sait que, par exemple, pour les situations de handicap moteur, par exemple, les gens qui sont atteints de malvoyance et autres, on a des solutions un peu connues. Est-ce que tu aurais des solutions un peu pour aider les gens qui sont en situation, pour les créateurs de jeux, pour rendre notre jeu accessible, en fait? Pas les inclure déjà, parce que typiquement, tu me parles des personnes qui sont malvoyantes. Dans l'étude que j'ai menée, j'ai discuté avec un créateur de jeu qui est maintenant aveugle, qui ne l'était pas à la base, mais qui l'est devenu, et qui expliquait très très simplement que quand il crée maintenant des jeux pour ces personnes-là, la première difficulté qu'il a rencontrée, c'était même pas tant l'accessibilité des jeux, mais le fait même que cette population, vraiment très particulièrement, n'a pas d'apprentissage ludique, ou très peu. Parce que typiquement, le jeu vidéo, c'est visuel. Et par exemple, une barre de vie figurée en rouge et la barre de mana figurée en bleu, ça n'a aucun sens pour une personne qui ne voit pas. Hmm. Donc si tu ne travailles pas avec ces personnes-là et si tu ne discutes pas avec elles pour connaître déjà ce genre de choses, comment tu fais? Oui. Donc tu es obligé en fait de travailler avec eux, de comprendre, d'approfondir le sujet. Parce que sinon, tu pourras jamais rien faire. Ou si tu proposeras des trucs, mais tu t'inspireras de jeux qui l'ont fait avant toi et que tu dis, ouais, c'est plutôt pas mal. Ça Ok, reste moyen. d'accord, je vois. On a encore un peu de temps, on a le temps, je pense, pour une ou deux questions max. Mhm. Donc, est-ce que le manque de jeux sur l'autisme est créé par le fait que le spectre autistique est très large? Entre autres, mais c'est aussi que est-ce que c'est vraiment intéressant et pertinent de faire des jeux sur l'autisme? Ça apporterait quoi en plus-value? Est-ce qu'il serait pas plus intéressant de faire un personnage jouable qui soit autiste plutôt que de faire une expérience de vie ou de proposer de la stimulation sensorielle ou ce genre de choses? Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que, en tant que concerné, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je joue à ces jeux-là plutôt que de jouer à un Zelda? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Hmm.
Est-ce que j'ai envie de revivre mon expérience de vie, en fait? C'est pas ouf. Oui, ce genre de jeu aurait plus comme cible le fait de faire découvrir les problèmes de l'autisme à ceux qui ne le sont pas, justement. On se réoriente plutôt vers du serious game dans ces cas-là, et le serious game, ça a une visée éducative, mise en situation, etc. Donc, quel est l'intérêt réel? Enfin, en tant que je le vois pas. En tant que ce serait peut-être intéressant d'avoir effectivement une vraie histoire construite autour de ça, avec un personnage qui soit jouable ou non jouable. Ce serait bien jouable, parce que souvent, c'est des personnages non jouables qui ont des difficultés. Et d'approfondir vraiment, par exemple, l'interaction sociale ou une relation amoureuse avec une personne autiste, etc., etc. Enfin, de comprendre autrement par la narration. Il y a beaucoup de choses à faire par la narration. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je regarde ça. Ouais, il y en a quelques-unes. Tu as montré des exemples de mauvaises représentations de l'autisme dans le jeu vidéo, dans les cinémas, les séries. Est-ce que tu en connais qui sont justes dans leur représentation? Alors, dans les jeux vidéo, à part le cas de Josh, justement, je cherche encore. Et pour le cinéma, en général, les représentations culturelles, dernièrement, j'ai beaucoup aimé justement Atypical parce que, dans leur casting, quand bien même l'acteur principal n'est pas autiste, dans le casting, il y a des personnages autistes autour de lui. Et en fait, quand on comprend, on le sait, on le voit, on le reconnaît, et du coup, ça, c'est vachement bien. C'est très inclusif, c'est rare. Après ça, on a dernièrement, ça fait un grand bruit. Alors, c'est pas de l'autisme, mais je vais aborder ça rapidement. Il y a The Gambit Queen, les jeux de la dame sur Netflix. Donc, c'est les jeux d'échecs, rien à voir avec les dames. Et en fait, dedans, c'est pas une bonne représentation de l'autisme, mais c'est une bonne représentation des problématiques en santé mentale et de la neurodiversité. Dans le sens que, quand bien même on parle d'une personne qui joue aux échecs, et que généralement, de ce qu'on observe, en tout cas en psychologie, des apprentissages et de l'expertise, ça tend effectivement vers des personnes qui soit ont appris ça, ont une maîtrise et un apprentissage de ouf là-dessus, soit effectivement ont des capacités cognitives différentes de la norme, donc appartiennent à la neurodiversité. On observe une bonne représentation via cette série de ce qui est l'introversion, de ce qui est l'introversion sociale et cognitive, parce qu'elle a quand même des gros déficits en apprentissage, etc. courant. Souvent, on lui demande pourquoi elle ne sait pas des choses, et en fait, elle n'a jamais appris. Il y a une bonne représentation aussi de tout ce qui va être la toxicomanie, l'alcoolisme, et en fait, qui sont ce qu'on appelle des comorbidités autour des troubles principaux. C'est-à-dire qu'il y a une problématique principale, et en fait, autour, il va y avoir plein de trucs satellites qui vont graviter. Et typiquement, ça va justement construire la psychologie du personnage. Et toute cette série fait que c'est une très très bonne représentation de la neurodiversité. Mais c'est la seule que j'ai trouvée dernièrement. Voilà. D'accord. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Binge-watez-la.